Salut, bienvenue à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre Croix de Neuf sur Zouk TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier avec des éléments de grande importance. Et j'ai à mes côtés M. Thierry Louis-Léopold, qui est expert immobilier, il est agent immobilier, expert auprès des tribunaux, intervenant de master 2. M. Louis-Léopold, ça fait beaucoup, hein, là. Ça fait. ça fait. Non, il n'y a pas de souci. Puis il y a des choses qui s'entremêlent à certaines de mes activités. Donc, c'est-à-dire que mes activités d'intervenant ou d'enseignant sont mes réactualisations de connaissances. Donc, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça nous permet toujours d'être, pour les étudiants, dans une activité professionnelle et savoir qu'on peut mettre de manière opérationnelle les études ou les thématiques qu'on leur propose. Et juste en face de vous, il y a une élève dynamique d'ailleurs, elle était notre invitée récemment, Liana Michelet. Bonjour, bonsoir Liana. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Alors là, on va partir, on va démarrer par l'élève justement. Quelle a été ta motivation première concernant ce type d'études, l'immobilier? Moi, c'était plus mon train de vie et ma famille. J'ai beaucoup de familles dans l'immobilier qui travaillent dans le centre ou un peu autour de l'immobilier, ce qui fait que j'ai toujours été intéressée par ça. Et le premier stage de toute ma vie que j'ai fait scolairement, c'était à Stéphane Plaza. Donc j'ai vraiment que pu aimer l'immobilier directement. Ouais. Alors, vous constatez qu'il y a des jeunes, elle fait partie d'une famille justement qui a travaillé dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de vocations comme ça? Ah oui. Qui se réveillent brusquement? Oui, il y a énormément de vocations parce qu'on va jusqu'au Master 2 chez nous. Donc, si on va jusqu'au Master 2, donc on passe par le BTS, on va à la licence et on passe par le Master 2, c'est que des jeunes sont motivés et qu'ils ont compris aussi que l'immobilier était aussi un domaine qui était multicarte. Donc, puisque quand on parle d'immobilier, c'est un secteur qui est vaste. On a la construction, on a la transaction, la vente ou la location, on a l'expertise, l'estimation, on a l'enseignement, j'aime à le dire ici, on a la décoration, on a le journalisme. Donc, on a plein de thématiques, peut-être que j'en ai oublié. Alors, vous avez tout dit. D'accord. Donc, et puis il y a une partie de droit aussi, alors. Oui. Évidemment, très, très, très important. Alors, en gros, c'est un bac 6 à peu près, au moins, ça. On peut aller jusqu'au doctorat avec l'immobilier. Donc, après, maintenant, les choses que nous demandent ou les différentes études que l'on peut mener nous amènent à avoir des niveaux de connaissances et des niveaux d'intervention qui sont totalement différents. Un BTS est dans l'opérationnel, voilà. La licence, le master sont des gens qui sont amenés à avoir des réflexions autres qui peuvent apporter des solutions à des problématiques qui peuvent être rencontrées. Voilà. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi des avocats qui sont dans l'immobilier, il y a des avocats d'entreprise spécifiques, justement. C'est ce qui amène beaucoup de gens quelquefois à aller en prison ou à se faire avoir des amendes. Ici, on a repris dernièrement dans une de nos émissions précédentes, il ne faut pas oublier qu'on a parlé des bornes qui étaient arrachées, des sanctions. Il ne faut pas oublier que le droit, c'est surtout un élément d'encadrement, mais c'est surtout un élément où on peut avoir des sanctions. Et nous, justement, juristes dans l'immobilier ou intervenants dans l'immobilier, qui avons des connaissances et qui avons des diplômes, nous sommes amenés à éviter au maximum d'avoir des sanctions. Alors justement, mais vous parlez de sanctions. Alors les sanctions, c'est quoi? Des amendes jusqu'à la prison, ça peut aller? Ah oui, tout dépend du problème, tout dépend de la gravité de la chose. Il peut y avoir des amendes, il peut y avoir des taux de prison et surtout des remboursements. Tout dépend de la cause du problème. Ouais. Alors, on peut prendre comme exemple, par exemple, si vous voulez... déjà, on avait pris des bornes arrachées, il y avait déjà, dans un premier temps, des amendes, et puis la sanction pouvait aller jusque, je crois, 3 mois de prison avec sursis, il y avait une récidive. Vous avez des sanctions qui sont applicables. Vous ne payez pas votre loyer, vous êtes sanctionné. Vous êtes sanctionné, on vous condamne. Donc c'est pas anodin. Ce sont des litiges qui existent et pour lesquels il faut apporter des sanctions. Ouais. Mais justement, je reste avec vous, Monsieur Louis-Léopold. Alors, dans la sanction, dans les papiers qui sont délivrés, vous avez un plan de masse avec l'implantation du terrain, les bornes qui sont mises en place. Donc, ça doit correspondre exactement à ce qui figure sur le plan. Parce que mon cas déplacé, c'est bon, non aussi.
Alors, chez nous, les gens ont déplacé des bornes, effectivement, c'est sanctionnable. N'oubliez pas que, comme j'aime à le dire aussi, chez nous, on avait une tradition, beaucoup de gens ont planté des immortels à la jonction des partages de terrains immortels qui figurent toujours dans les plans de bornage. Et c'est vrai que il est impératif que les gens se conforment aux choses, parce qu'on peut aller, si il n'y a pas d'accord amiable entre les personnes, ou si les personnes s'évertuent à toujours arracher les choses, à aller jusqu'à faire nommer un géomètre expert judiciaire qui va, lui, régler le problème. Parce que le juge ne pouvant se déplacer, il envoie un expert judiciaire qui, techniquement, va faire les choses à sa place. Ouais. Alors justement, on va revenir vers Liana, etc. Donc, des travaux, je suis propriétaire, j'ai l'intention de mettre ma maison en location, etc. Les travaux à la charge du propriétaire. Il doit garantir à celui qui lui demande quoi exactement. Alors, qui est-ce, monsieur les travaux qu'il a à faire, ce sont notamment les travaux d'amélioration, les travaux de maintien de la maison en bon état, et les travaux, quelquefois, bon, c'est plutôt vers la France, de performance énergétique. Mais il est important aussi que le propriétaire mette en place des travaux pour rendre le logement décent. Ouais. Alors, le logement décent, c'est le logement qui va vous permettre de louer ce logement dans des conditions de sécurité, dans des conditions d'entretien optimales, puisqu'on est un peu, entre guillemets, rattrapé par notre actualité, et notamment depuis cette semaine, on a entendu parler d'un événement malheureux, bien évidemment. Très malheureux, extrêmement plancher pourri à l'extrême, certainement. Ouais. Extrêmement malheureux, pourri à l'extrême, et c'est un phénomène qui aurait tendance, bon, celui-là a été médiatisé, mais qui vraisemblablement va avoir des répercussions de plus en plus importantes. Pourquoi ? Parce que si l'on prend... il y a un ouvrage qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Monsieur Thierry Poulichot, qui lui indique que ce genre de... ces personnes que l'on dit, entre guillemets, ou que l'on peut qualifier de manière jurisprudentielle de marchands de sommeil, c'est pas une qualification dans les codes, hein, donc la jurisprudence, donc c'est-à-dire la décision des tribunaux ou la doctrine ou les institutions les nomment comme ça, font partie d'un système. On a trop tendance à croire que c'est un individu, mais c'est un système qui peut, lui, englober ce type de phénomène qui conduit des gens à se trouver en situation d'être dans des logements qui n'ont pas la décence qu'ils devraient avoir et qui peuvent accueillir en sécurité les personnes. Je vais me tourner vers Liana. Alors, le terme en lui-même, marchand de sommeil, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Des trucs pas mal. Alors, le marchand de sommeil, c'est... le terme marchand de sommeil, exactement, ça désigne une personne physique ou morale qui va vendre des biens, mais qui sont insalubres, qui auront des problèmes de technicité. Oui. Comment ça dit ? Oui, technicité. Qui ont des problèmes insalubres et qui seront dangereux pour les locataires en eux-mêmes. Ce qui fait que, généralement, ils seront punis juridiquement par rapport aux lois et aux droits. Et il y aura beaucoup de cas de figure sur les codes qu'il faut que c'est interdit, c'est entre guillemets quelque chose qui n'est pas bon. Alors, effectivement, Léopold, oui. Au terme des locations, effectivement, on va se trouver face à des gens qui vont profiter d'une offre de location insuffisante, qui vont profiter d'offres de logements sociaux saturés, et qui vont s'en prendre à des personnes vulnérables. Alors pourquoi on parle de système ? Parce que beaucoup vont s'intéresser par exemple à des copropriétés qui sont dégradées, ils vont acheter des lots, ils vont les subdiviser, les diviser, et puis ils vont accueillir des populations dont ils seront vraisemblablement qui n'auront pas il faut se loger, donc ils n'auront pas de possibilité de recours efficace. Oui, même, excusez-moi, M. Léopold, mais avant de louer, on fait une visite des lieux, évidemment. Est-ce que lui-même, le demandeur,
est-ce qu'il peut déclarer, m'a parlé ça, je ne veux pas, je veux... Est-ce qu'il a, je ne vais pas dire des exigences, mais au moins un minimum de confort qui doit être assuré, je suppose. Attends, oui, vas-y. Techniquement, souvent, ils profitent des personnes qui sont en difficulté, comme par exemple des immigrés, des nouveaux étudiants. C'est vraiment de la... Ils cherchent à aller sur des locataires, enfin, à chercher des locataires qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas vraiment refuser Dans la l'urgence, situation. etc. Donc, Exactement, qui sont obligés d'accepter, peu importe le prix, peu importe l'état des lieux, ils n'auront pas le choix parce qu'ils sont dans le besoin. Ouais. Mais en partant de ce principe-là, est-ce qu'on peut faire une contre-visite, par exemple? Alors, on peut tenter une contre-visite, mais je rajouterais par rapport à ce que Diana a dit, on a aussi les travailleurs précaires, on a les familles monoparentales et les ménages surendettés. Donc c'est pour ça qu'on retient la notion peut-être de système. Et lorsqu'on regarde la population de la Martinique et la façon dont elle évolue, on se dit mais peut-être qu'on a mis le doigt hier sur des phénomènes qui auront tendance de plus en plus à s'amplifier. Alors maintenant, contre-visite. Maintenant, la personne est dans le besoin. Donc, et c'est un travailleur précaire. Peut-être que la personne ne va pas lui demander de dépôt de garantie. Ouais. Elle va lui dire, bon, le loyer, il est à 500 € alors que d'autre part, il est à 600, 700 €. Tu prends ce qu'il y a pour te loger. Parce que oui, bien on est dans l'urgence. C'est l'un des besoins primaires des hommes, c'est de pouvoir se loger, vivre dans sa voiture, comme je vois aux États-Unis ou autre en France. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on a besoin de se loger et beaucoup de gens vont. Il y a des gens qui vont avoir besoin de ce système pour se loger et puis il y a des gens qui vont profiter de ce système. Ouais. Alors voilà, on va préciser quand même. On dit qu'avant, on ne parlait pas de toutes ces choses-là. Les gens prenaient comme ça venait, etc. Et puis à partir du moment où ils ont découvert vraiment qu'ils ont des droits, alors là, ça a commencé à changer, quoi. Les droits sont déjà là pour protéger tout le monde. Ça protège aussi bien le bailleur que ça protège le preneur. Mais effectivement, les gens connaissent leurs droits. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Puis il ne faut pas oublier que certains logements, il ne faut pas oublier que des marchands de sommeil, sur Paris, on a eu un immeuble qui a brûlé, où il y avait eu plus de 30 enfants quand même. Donc ce sont des scandales auxquels on assiste. Donc chez nous, le phénomène est un peu plus réduit parce que on est un petit pays, etc. Mais vu la conjoncture que l'on a actuellement, et les gens qui ont besoin de se loger, on va arriver de plus en plus à avoir ces systèmes. Et vous voyez bien sur Fort-de-France, sur certaines communes, on a des appartements ou des logements de plus en plus des fois abandonnés et on peut se retrouver face à des phénomènes aussi comme on voit en France, des gens qui ne sont pas propriétaires et qui vont proposer, ils vont faire des réparations puis ils vont proposer à d'autres, voici, viens par là, manque à dépanner, tiens, c'est bien dit. Voilà. Dépannage, quoi. Donc, il faut que nous, derrière, il faut que toutes les institutions agissent parce que aussi bien au niveau des experts, aussi bien au niveau des agents immobiliers ou des institutions, il y a des donneurs d'alerte. Par exemple, nous, en tant qu'experts, on peut voir qu'un logement peut-être est suroccupé. Il m'est arrivé de faire des constats de non-décence. D'avoir aussi, moi, je pense que c'est certains confrères, à avoir à intervenir, notamment les confrères de la maison de l'expertise, on est déjà intervenu pour pouvoir aider des personnes qui étaient dans des logements non décents. Donc, il y en a quelque chose peut-être à ajouter concernant tout ce que disait... Non, sur ce point-là, non. Oui. Alors là, les travaux à la charge du propriétaire. On a fait la visite, j'ai vu que les WC sont... Ça me plaît pas, quoi. Est-ce que je peux avoir des exigences, moi, le demandeur? Les WC vous plaisent pas dans quel sens? Parce que, est-ce que c'est la couleur qui vous plaît pas? Est-ce que c'est parce qu'ils sont modernes, ils sont suspendus? Est-ce qu'ils sont des années 60 et les toilettes turques, par exemple, des WC turcs. Les WC turcs, ils sont là. Il paraît que c'est très bon pour la santé. Oui, pour les vrais, surtout. J'allais dire Docteur Thibon, c'est très bon pour la santé. Donc, non, vous avez un logement, vous arrivez, il a des toilettes, il est décent, vous avez signé un bail en toute connaissance de cause,
Et si les choses sont claires, je vois pas où est le problème. Ouais. Je vois pas où est le problème. Par contre, effectivement, vous pouvez avoir, à un moment, vous constatez, vous êtes, il y a quelques jours que vous êtes dans le logement, et puis les WC ne fonctionnent pas. Ouais. Vous vous retournez vers le propriétaire. Si vous, oui, parce qu'il faut, vous avez en meublé ou dans d'autres choses des éléments qui dysfonctionnent. Tout de suite, vous l'appelez, mais vous faites toujours un écrit. Toujours un écrit, soit par mail, soit... Il faut toujours avoir une preuve écrite des photos à la limite même. Des photos, ouais. les envoyer, les adjoindre. Il faut les avoir... Les assurances demandent des photos, des fois. Voilà. Des fois souvent, de toute façon, on répète, ça c'est une bonne chose. Que vous ne rentrez pas dans les lieux si vous n'êtes pas assuré. Alors déjà, si vous allez chez quelqu'un qui vous dit, tu peux entrer chez moi et tu n'as pas d'assurance, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème. Je vois Léana qui réagit un petit peu, donc... concernant le demandeur lui-même doit être déjà assuré, quoi, ouais. Pour moi, c'est assez logique. Dans ces cas-là, s'il n'est pas assuré, il ne peut pas prendre le propriétaire pour lui dire oui, c'est à vous de régler cette histoire-là, c'est à vous de gérer votre travail. Ouais. Donc, il vaut mieux qu'il soit assuré pour se protéger lui-même, pour si demain le propriétaire ne fait pas son rôle à lui. Ouais. C'est très, très, très important ce qu'elle dit. Donc, avoir son assurance personnelle, même si au niveau de la location, vous me garantissez certaines couvertures, mais il faut que moi-même je sois assuré. Le propriétaire doit être assuré. Le copropriétaire doit être assuré, la copropriété doit être assurée et le locataire doit être assuré. Il faut que les gens soient assurés. Il faut éviter de penser que l'assurance, c'est inutile. Non, l'assurance est très utile. Il faut que tout le monde soit assuré. Ouais. Il y a un élément sur lequel je voudrais quand même insister. Souvent, en Martinique, je ne vais pas... sans connotation... Il y a des gens qui louent pour une personne, deux personnes, et puis se retrouvent à 15 dans la maison. Ben oui, mais ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On met tout le monde dehors, là? Déjà, il faut demander le respect du bail. Parce que si on loue à 3 personnes certains logements, c'est parce qu'il y a des normes de sécurité, il y a des normes d'hygiène qui sont plus respectées, il y a des dépenses qui seront plus respectées. On n'est plus dans les mêmes utilisations des WC, on n'est plus dans les mêmes conditions d'utilisation d'eau. Et ça, on le voit surtout dans les logements meublés. On a ce problème-là de gens qui louent à 3 ou 4, et puis après vous vous retrouvez à 15. Donc la dépense qu'a calculé le propriétaire n'est pas la même. Donc tout de suite, il engage avec eux une discussion, et puis si ça va pas, mise en demeure, etc. Toutes les procédures qui vont bien pour pouvoir retrouver un logement, soit dans les conditions, ou s'ils n'ont pas respecté, demander la résiliation effective du bail qu'il a signé avec eux. Alors il y en a peut-être un commentaire à faire concernant ce volet-là, En fait, techniquement, je vais vous dire que je le comprends au niveau juridiquement et par rapport à mes études, excusez-moi, mais d'un côté, je me dis qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens. On ne sait jamais pourquoi ils se retrouvent à 15 et qu'ils disent qu'ils sont que 3. Je pense que dans la logique, il faut éviter, mais il faut comprendre aussi. C'est pour ça que quand on fait une mise en demeure, il faut toujours essayer de comprendre, d'appeler, de parler avec empathie pour comprendre la situation. Mais c'est vrai que niveau copropriété et gestion locative, ça peut être compliqué. Professionnellement parlant. Ouais. Je prends le cas par exemple de travailleurs immigrés qui se retrouvent ici. Oui, attends. Donc c'est prévu par les textes. C'est prévu par les textes qu'elle dit, et notamment par la conciliation. Donc ce que dit Liana est très bon, puisqu'il faut avoir cette démarche, voilà. Mais ça s'appelle la conciliation. Donc on va voir à la mairie de l'endroit où on se retrouve ou dans le ressort indiqué dans le bail, on va voir le conciliateur de justice qui, lui, va essayer de avoir ce compromis. Voilà. Ouais. Moi, je me dis qu'au-delà du compromis, il faudrait peut-être au moins de nous-mêmes, en sachant qu'on est des professionnels et qu'on est dans l'immobilier, au moins les aider à trouver que ce soit des aides, que ce soit un logement approprié à eux, parce que directement appeler la justice pour, entre guillemets, leur rajouter des problèmes, moi, je pense que ce serait pas un truc que j'aurais fait, même si que ce serait plus dans la logique de la chose. Ce serait plus responsable et droit dans la juridique que j'ai appris, etc. Mais tu parles en tant que propriétaire, toi, en tant que propriétaire de logement, mais c'est pour une responsabilité aussi, hein, de toutes les façons. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça le problème. C'est ça qui me dérange dans cette gestion-là. Ah, ouais. Est-ce que tu comprends ce qu'elle veut insinuer là? Je peux comprendre. On peut comprendre en tant que qualité, mais quand un propriétaire investit, c'est parce que lui aussi,
choisit une option de rentabilité. Ah ben voilà. Donc il choisit une option de sécurité parce que beaucoup d'entre nous, de nos compatriotes, ont acheté des biens pour garantir leur retraite. Donc ils ne veulent pas non plus être les personnes qui vont pouvoir supporter des phénomènes qui vont les amener à avoir un bien qui se dévalorise. Donc la valorisation du patrimoine est l'un des éléments, des facteurs clés. Et effectivement, en apportant la conciliation, les réflexions et l'empathie, on peut être dans des choses, mais il faut pas oublier que dans certaines résolutions, on est obligé d'aller vers le tribunal et d'avoir la main ferme de la justice pour éviter soi-même de se retrouver en difficulté. Il y en a un élément à ajouter, non? Il a tout dit, il a clairement raison. On va prendre le cas d'une visite qui a été faite. Là, j'accepte de vous louer ma maison, etc. Et puis j'ai un garage dans la maison en bas. Bon, voilà, garage. Et puis après, quelques temps après, je découvre que le garage, en fait, c'est une chambre. Ça arrive souvent, ça aussi. Ouais, on est censé pas changer la destination des biens. Maintenant, cette chambre, est-ce que vous découvrez que la personne est en train de la sous-louer à quelqu'un ou est-ce que pendant dépannage il a logé le petit cousin turbulent, mais pas très non, de toute façon le bail, il y a un certain nombre de choses qui sont écrites dans le bail. Le garage, c'est pour la voiture. Donc voilà, et la personne fait les choses dans les règles. Pourquoi? Parce que c'est simple. Le garage est assuré comme un garage. Si il y a un lit, un matelas, il fume, il brûle l'ensemble du garage et ça prend la totalité de la maison, on a un problème. D'accord? Donc je ne serai pas là pour conseiller à quelqu'un. Non, il faut tout de suite engager les choses. On n'est pas dans on est dans le contractuel. On a signé un contrat. On s'est engagé avec des éléments précis où on s'est engagé à respecter ces choses-là. Il faut absolument respecter les clauses qui sont inscrites dans le contrat. Et c'est pour ça qu'il est aussi important pour les gens de ne pas se tromper, de contrat. Oui, il faut pas se tromper de contrat parce que moi, dernièrement, j'ai vu quelqu'un me ramener un contrat de maison d'habitation alors que c'était peut-être un contrat professionnel qu'il fallait mettre en œuvre. Donc, il est important de bien clarifier les choses. On arrive à la fin de l'émission. Alors, Liana, on a sorti pas mal d'éléments. Qu'est-ce que tu aurais à ajouter de plus, quoi? Franchement, rien. Je pense qu'on a tout dit. Mon tuteur ici même a très bien expliqué tout ce qu'il fallait dire. Donc, je pense que là, c'est bon. Ouais. On va peut-être aborder ça une autre fois, la cotation par territoire. C'est-à-dire que tu m'expliquais hors antenne que selon l'espace choisi, la commune où on s'est implanté, ça peut avoir une cotation différente, très 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 différente. La commune, le quartier, toutes les positions peuvent avoir des cotations différentes et ça peut expliquer aussi l'émergence, on revient à notre thématique, du marchand de sommeil. Les endroits où les loyers sont à 6, 7, 8 euros du mètre carré font que, voilà, on se trouve face à des situations qui peuvent avoir des retours dramatiques. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, on vous a expliqué pas mal de choses concernant l'immobilier avec nos experts immobiliers, Thierry-Louis Léopold, les élèves, et vous constatez que ça suscite un engouement. On se retrouvera très bientôt avec eux. À très bientôt.